Bonjour, mon invité aujourd'hui est Alain Boer qui vient tout juste de publier Au commencement était la guerre aux éditions Fayard. Bonjour Alain. Bonjour Pascal. Alors on parle beaucoup de Brzezinski depuis cette guerre en Ukraine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tu as une vision contrastée de son œuvre. Je pense que c'est un apprenti sorcier génial. Alors il y a le côté génial, c'est-à-dire la capacité à anticiper, voir et imaginer des mouvements géostratégiques dont nous subissons encore les conséquences. Il y a le côté apprenti sorcier, c'est que derrière la pulsion naturelle qui est liée aussi à ce qu'il est, un Polonais catholique exilé ayant une forte propension à détester ce qu'a été l'Empire soviétique, pas la Russie d'ailleurs, il fait bien la différence, et son idée du monopole de l'Empire. Il a une vision du monopole de l'Empire qui l'a amené à faire deux mouvements essentiels. Le premier en Afghanistan, qui a provoqué l'effondrement de l'Union Et tu soviétique précises bien avant l'intervention de l'Union soviétique en Afghanistan. avant l'intervention. Il avait vraiment visé ça. Alors, c'est pas le premier. L'amiral Mann avait déjà décrit l'Afghanistan comme cet espace étrange d'interposition entre deux empires déjà, l'Empire britannique et l'Empire russe. Et donc, il fallait traiter de l'impossibilité de deux empires d'avoir une frontière commune, ce qui nous ramène curieusement à l'Ukraine par anticipation. Et puis la deuxième, et donc il avait proposé, aidé et soutenu l'armement des talibans pour détruire l'armée rouge en Afghanistan, alors même qu'il s'agissait d'un conflit interne au Parti communiste afghan, parce que tout le monde a oublié que c'était deux branches du Parti communiste afghan qui se battaient, l'une plutôt soviéto-communiste et l'autre plutôt localo-communiste, et que l'Union soviétique a été forcée d'intervenir. Ce qui est intéressant, c'est que déjà Brzezinski, anticipant l'intervention soviétique, avait dit n'y allez pas, c'est pas bien. Il avait organisé une propre fuite pour dire que les Américains savaient que les Russes allaient intervenir, sujet qu'on retrouvera d'ailleurs aussi curieusement en Ukraine, dans les mêmes conditions, en plus visible et en moins semi-clandestin. Et puis la deuxième opération, il expliquait que la Russie et l'Ukraine étaient un empire, que la Russie sans l'Ukraine n'était que deux pays, et qu'il fallait absolument garder le monopole de l'empire américain comme empire unique, stabilisateur et pacificateur du monde dans une logique de globalisation heureuse qu'il avait déjà largement préemptée. Et donc, à tout prix, il fallait décrocher l'Ukraine de la Russie, sujet qu'il a parfaitement intégré jusqu'au bout. Et alors, le clin d'œil le plus intéressant de l'histoire, c'est que l'ambassadeur des États-Unis en Pologne aujourd'hui est le fils Brzezinski, ce que j'ai découvert ultérieurement lorsqu'il a reçu le président Biden à Varsovie. Et donc, c'est assez intéressant de voir à quel point l'histoire a toujours ces boucles permanentes qui ramènent à revisiter le passé. Brzezinski, c'est ça, c'est une vision absolument impressionnante du monde et une absence totale de prise en compte des effets secondaires et pervers de ce qu'il allait faire, en tout cas de l'absence de continuité dans ce qu'il avait imaginé, et donc des effets que nous subissons, car nous en sommes des victimes collatérales, voire même des victimes directes. Alors dans ton livre, il y a une vaste fresque à la fois historique et géopolitique, et notamment tu reviens sur un événement qui a été un petit peu oublié, qui est quand même, dont tu relèves l'importance, la guerre du Kosovo en 99, qui pour toi est un peu un marqueur quand même dans les relations entre Moscou et les Occidentaux. Oui, pendant 10 ans, il y a eu l'illusion extraordinaire d'une pacification heureuse, d'un monde où il n'y aurait plus de frontières, où il n'y aurait plus d'alliés, d'adversaires, d'ennemis, il n'y aurait plus que des consommateurs et des fournisseurs, et on vivrait un grand Erasmus avec une Russie ouverte, libérale, prête à s'accrocher à l'Occident en général, peut-être même à l'Europe en particulier, avec l'idée même, je révèle tous les télégrammes diplomatiques et les discussions qui existent. François Mitterrand disant on va supprimer l'OTAN et le pacte de Varsovie, on va faire un truc à nous. Genscher, le ministre allemand des Affaires étrangères, un grand dirigeant libéral, qui dit on va neutraliser l'Allemagne en échange de sa réunification. La discussion avec Gorbatchev sur les conditions de la réunification allemande et les conséquences qu'il allait avoir. Et en fait, entre, on va dire, la chute du mur et 1999, il y a une sorte d'illusion de la globalisation heureuse d'un monde de bisounours gambadant dans la luzerne. Et puis tout d'un coup, il y a l'intervention de l'OTAN dans le conflit interne Serbie, Kosovo, ex-Yougoslavie. Et à ce moment-là, Evgeny Primakov, le premier ministre de Boris Eltsine, ancien ministre des Affaires étrangères, pense qu'il va trouver un plan de paix et prend l'avion pour Washington ou New York. Et il découvre dans l'avion
que, en fait, les Occidentaux ont décidé de lancer une opération militaire qui va durer 80 jours, 79 je crois, de bombardement permanent d'un pays, la Serbie. Il va faire demi-tour et il va déclarer en arrivant à Moscou tout est fini. Nous venons de découvrir la vraie face de l'Occident, c'est un autre impérialisme et ils veulent notre fin. Et ce jour-là, il se produit un bouleversement à l'intérieur de la Russie qui est nous avons cru pendant des années que nous étions les méchants et les Occidentaux les gentils. Nous venons de découvrir que nous sommes les mêmes. Et tout va être bouleversé à ce moment-là, y compris la place de Vladimir Poutine, qui est l'homme de l'Ouest, qui est l'homme qui résout les problèmes au Conseil de sécurité auprès de Boris Eltsine, qui est l'homme qui va essayer de garder une sorte d'illusion eurasienne, alors vue par les Russes, qui n'est pas exactement la même chose que vue par les Européens, et pas du tout bien vue par les Américains, mais il va tenter désespérément de trouver cet équilibre jusqu'au moment où il en a marre. Et il en a marre après le sommet de Bucarest de l'OTAN, auquel il est invité, qui est l'année suivante de sa déclaration à Munich au forum de la... 2007 Munich, 2008 le sommet de Bucarest. Et à la fin du sommet de Bucarest, Poutine repart en pensant qu'il a convaincu les Occidentaux. Les Français sont très contents parce qu'ils pensent que l'intégration de la Géorgie et de l'Ukraine, qui sont vraiment les points de blocage les plus importants avec la Russie, on va s'en passer. Il y a ces deux petites lignes qui sont rajoutées dans le communiqué final, et on saura un jour comment elles ont été rajoutées, qui dit « Bon, ben, on ne va pas les intégrer tout de suite, virgule, mais plus tard ». Et ce jour-là, ce qui est la pire des solutions, et Poutine dit « Nous allons nous préparer à un conflit majeur avec l'Occident ». Et donc, depuis ce jour-là, qui passe aussi par le Maïdan en 2014 et la première intervention russe en Ukraine, il y a une volonté de la Russie de, à tout prix, neutraliser, voire reconquérir l'Ukraine, récupérer la Crimée, ça c'est un sujet non discutable et non négociable, et pas seulement chez Poutine, c'est un sujet pour la quasi-totalité des Russes, hein, ils ont cette vision particulière, leur Alsace et Lorraine, on va dire, et puis de se préparer à un conflit majeur avec l'Occident qui ne veut pas voir, ne veut pas croire, ne veut pas écouter, ne veut pas entendre. Et je mets la liste invraisemblable des déclarations russes disant on va le faire, c'est la ligne rouge, attention à ce que vous faites, il va se passer quelque chose, y compris dans des négociations auxquelles j'ai pu à un moment participer, quand il y a l'intervention du président Sarkozy pour arrêter l'offensive russe en Géorgie, qui a cru qu'elle pouvait récupérer ses provinces autonomes, et ça, c'est en 2008. Donc, depuis 1993-94, la Moldavie, qui est un sujet que je dirais un peu particulier, mais la Géorgie en 2008 et l'Ukraine en 2014, il y a un conflit en préparation devant nos yeux que nous refusons de voir et auquel nous refusons de nous préparer. Et page 115, tu écris « En cherchant à instaurer à travers du monopole de la guerre propre la pérennité de sa posture dominante, l'Occident semble avoir libéré un certain nombre de pays, au premier rang desquels la Russie, dans le recours à la guerre sale. » Oui, bien sûr, parce que d'abord, nos guerres ne sont pas plus propres que les autres, même si nous feignons de croire qu'elles le sont, ou même si nous regardons, toujours emballés d'une grande moraline. Il y a vraiment une espèce de maladie naturelle, alors parce qu'on assume peu la guerre, parce qu'on estime qu'il faut s'en séparer, ce qui est plutôt raisonnable, mais ça ne nous empêche pas d'en faire. Et d'ailleurs, je mets la liste des conflits en Europe, ou autour de l'Europe, qui ont lieu dans ces soi-disant 30 ans de paix. Il y en a un ou deux par an, mais on dit non, mais c'est un épiphénomène, c'est pas exactement ça, c'est autre chose, c'est une poudrière mal gérée, etc. Mais en fait, nous sommes en guerre quasiment permanente, et la paix est une heureuse parenthèse moins pacifique qu'on ne le croit, et dans laquelle nous avons investi totalement nos illusions sans nous préparer à la guerre. En fait, on a la paix qui s'en va et la guerre qui arrive, et nous avons décidé de ne pas l'anticiper, de ne pas l'avoir, et nous avons abandonné toute une série d'éléments de souveraineté. On a traité nos armées comme on a traité notre espace sanitaire ou notre espace sécuritaire ou nos services publics, c'est-à-dire en la dépouillant. Aujourd'hui, nous avons une armée expéditionnaire et échantillonnaire qui a un peu de tout et beaucoup de rien, et qui est uniquement une armée d'intervention qui d'ailleurs est en repli, notamment dans les zones traditionnelles africaines. Et puis l'Occident découvre qu'il est faible, qu'il n'a jamais été aussi faible. Il a perdu l'Amérique du Sud, il a perdu l'Afrique, il a perdu le Moyen-Orient, à la fois dans la gestion des sanctions contre la Russie, mais aussi dans sa capacité d'influence. Aujourd'hui, la plupart de ces pays font comme ils veulent et pas comme Washington aurait pu le décider. Quant à l'Europe puissance, elle devient de plus en plus une illusion structurelle et pas seulement un moment où elle ne serait pas encore arrivée à l'optimisation de ses forces. En fait, elle est
en situation De mort cérébrale? délitement. Je n'irai pas jusque-là. Ouais. D'abord, les morts cérébrales, comme chacun a pu le Peuvent se constater, réveiller. il pouvait y Ouais. avoir des Ouais. effets. Les anesthésistes sont aussi On réanimateurs. Il ne on faut peut pas le souhaiter sous-estimer leur capacité. quand même pour l'autonomie stratégique européenne, Oui, qu'elle mais soit, je crois qu'on n'est toujours pas arrivé à ce niveau, car les Allemands n'ont pas du tout le même point de vue que nous. Les Anglais ont déjà démontré depuis longtemps que. Et puis, on se demande ce que sont les enjeux. Les enjeux sont en Europe, les enjeux sont en Méditerranée, les enjeux sont dans l'Indo-Pacifique. Qui s'occupe de quoi et dans quelles conditions reste aujourd'hui un grand mystère. Et quand le Parlement en est réduit à retoquer dans le projet de loi de programmation militaire le document annexe qui est censé détailler, préciser ce qu'est véritablement la doctrine, la stratégie et les moyens de la souveraineté, on se rend bien compte qu'on n'est pas encore arrivé au bout de l'effort, malgré un gigantesque effort financier, mais une absence très forte de doctrine stratégique claire. Mmh. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a à la fois un renforcement de l'influence américaine en Europe et un affaiblissement de l'influence américaine partout dans le monde? Tu viens d'en parler, on voit que l'Arabie Saoudite, le Brésil, tous ces pays n'entendent plus être dominés par Washington. Alors, Washington est plutôt fortement, ou s'est renforcé en Europe par défaut. C'est plus l'Alliance Atlantique comme instrument de sauvetage militaire de pays traumatisés ou terrorisés, y compris ceux qui avaient choisi la neutralité. Je pense à la Finlande, à la Suède, qui rejoignent l'Alliance Atlantique en disant, écoutez, on a compris qu'il se passe quelque chose et donc vous êtes notre dernier recours, les pays baltes. La question de Kaliningrad reste un sujet très important à l'intérieur même de l'Union européenne et du risque que ça représente pour sa structuration. On vient de doubler les frontières avec la Russie en quelques jours du fait de l'entrée de la Finlande. Donc ça change beaucoup la donne de la relation qui pouvait exister et on est passé d'une alliance atlantique qui allait intervenir partout dans le monde, sauf en Europe où il ne se passait plus rien, à une alliance atlantique qui se renforce en Europe et qui est effectivement extrêmement affaiblie dans le reste du monde, où on a là plutôt des triades, des quads, des opérations bilatérales ou multilatérales limitées, avec un pôle émergent qu'on voit relativement peu et sur lequel, pour une fois, la France n'est pas totalement absente, c'est l'Inde, qui vient de surpasser la Chine en manière démographique. Et en fait, la démographie, c'est ce qui fait la politique, c'est pas l'inverse. Et de ce point de vue-là, je fais la liste des pays par population pour montrer à quel point ce sujet n'est pas tout à en fait les divisant secondaire. entre démocratie et régime autoritaire, Ce qui n'est pas dictature, très... ce qui n'est pas très favorable aux démocraties. Non, et en plus, y compris d'anciennes démocraties sont devenues des démocraties autoritaires, voire totalitaires, ce qui montre à quel point, d'ailleurs, le processus visant à étendre des valeurs qui nous semblaient communes rentre directement dans le choc avec la réelle-politique, et que c'est le grand retour de la réelle-politique. Pour revenir à Brzezinski, c'est plutôt Kissinger qui finalement a gagné. Alors, bien sûr, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine est une guerre purement conventionnelle, mais tu dis en fait qu'elle a réhabilité la dissuasion. Alors, à la fois réhabilité, elle nous renvoie dans une autre illusion. Moi, je lis avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de stupéfaction l'idée que la dissuasion nucléaire serait la réponse à tout et que du coup, nous n'avons pas vraiment d'armée conventionnelle. Et je me demande à ce moment-là... Pas besoin d'une armée conventionnelle. Oui, pas besoin. Je me demande à ce moment-là pourquoi les États-Unis, la Russie et la Chine investissent autant dans leurs forces conventionnelles. Il y a un moment où quelque chose m'a échappé. Alors que la dissuasion nucléaire permette la sanctuarisation du territoire national, peut-être. On le voit pour la Russie. Si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, on aurait fait comme en Yougoslavie. On l'aurait attaqué. Probablement, mais ça ne règle pas le problème de l'existence de la guerre, parce qu'elle existe et nous faisons une guerre par procuration, malgré la dissuasion nucléaire. Les attentats de 2001 n'ont pas beaucoup tenu compte du surarmement nucléaire américain lorsqu'il a eu lieu. Et même si ce n'est pas un pays en tant que tel qui a attaqué les États-Unis, ils n'ont pas riposté avec l'arme nucléaire. Or, je précise bien que la dissuasion, c'est pas seulement quand on est attaqué par le nucléaire, mais quand on est attaqué, point. Il y a là donc un espèce de flou. Alors, deuxièmement, effectivement, nous arrivons à une situation étrange, c'est que nous combattons sur le territoire de l'agressé pour éviter de combattre sur le territoire de l'agresseur. Et de ce point de vue-là, Vladimir Poutine a parfaitement compris ce qu'était l'enjeu du réarmement nucléaire et de la modernisation nucléaire, mais dont l'élément initial a été le refus des États-Unis de s'engager sur la confirmation, la signature ou le renouvellement d'un certain nombre de traités qui avaient stabilisé, voire gelé, et permis même une certaine forme de désescalade, justement dans la première période Gorbatchev, Poutine, Helsinki, Poutine, qui avait donné un certain nombre de résultats. Et on est là dans une problématique qui va être
réinvestissement. Mais ce réinvestissement, il pose deux problèmes. D'abord, la bonne compréhension de ce que c'est que le nucléaire tactique vu par les Russes et la bonne compréhension de ce que c'est que le nucléaire stratégique. Alors, ce n'est pas une question de taille de la bombe, c'est une question d'enjeu à la fin. Le nucléaire tactique, c'est fait pour s'engager sur le champ de bataille, mais pas pour gagner la guerre. Le nucléaire stratégique, c'est quand on est agressé et qu'on veut définitivement éliminer l'adversaire ou, de manière très claire, arriver à une issue au conflit. Le nucléaire tactique pour les Russes, c'est la forme optimisée du conventionnel à son dernier degré. Et ils l'expliquent, le disent, l'écrivent. Et tout ça est né d'un événement qui ressemble beaucoup à ce qui se passe en Ukraine. Pendant longtemps, je me suis demandé si c'est l'Afghanistan ou le Vietnam. En fait, c'est la Corée. C'est-à-dire une guerre d'attrition longue et douloureuse. Séoul a changé 4 fois de main. Il y a eu 3 millions de morts dans la guerre de Corée, dont quelques Français, mais beaucoup d'autres populations, des Américains, des Chinois, des Russes. Et il y a eu dans cette affaire une situation tout à fait étonnante, c'est qu'une guerre d'attrition ne s'est pas terminée par un conflit nucléaire, mais par simplement un épuisement généralisé des protagonistes et une absence de paix. Il n'y a toujours pas de paix entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et ce qui est en train de se produire dans la situation présente ressemble de plus en plus à cela. On parle de plus en plus d'un scénario coréen pour l'Ukraine. Exactement. Et donc d'arriver à une situation où il n'y ait pas de paix, mais un cessez-le-feu. Alors il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de diplomatie derrière les rodomontades. Les déclarations de M. Prigogine, le Raspoutine, patron de Wagner actuel, disant « Bon, c'est bon, on a gagné, il faut qu'on s'arrête parce qu'il y a un risque qu'un jour les Ukrainiens percent. » Alors, ce n'est pas vraiment la grande contre-offensive majeure où les Russes seraient boutés hors de l'Ukraine. C'est plutôt une espèce d'idée que, comme les Ukrainiens ont plusieurs possibilités d'intervention, une à Louhansk-Donetsk, une vers Militopol-Mariupol et une autour de la Crimée, il y a un enjeu tel que la Russie ne pourrait pas tenir la ligne de front. Et ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine, il y a quelques semaines, a proposé aux étudiants et aux lycéens russes de réapprendre la Grande Guerre du Nord. Alors j'avoue que sur le moment, malgré quelques connaissances historiques, ça avait un peu échappé, c'est la guerre contre les Suédois, avec Pierre Ier. Et Pierre Ier, cette guerre a été assez simple. Perdu, gagné, à la bataille de Poltava. En fait, par l'épuisement. L'épuisement du rouleau compresseur. Bakhmout a la puissance 1000. Et déjà, Bakhmout, c'est la puissance 1000 de Verdun. Et cette idée-là qu'à la fin, on gagne par l'épuisement de l'adversaire est un élément qui est très important dans l'idéologie russe. Sauf que, ils disent aujourd'hui, et c'est un peu ce que Prigogine dit, en fait, ça marche très bien avec tous les autres, mais pas les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, ils sont comme nous. Ils connaissent autant l'attrition que nous. Et un des principaux dirigeants russes disait il y a quelques années, en fait, ce que les Européens ne comprennent pas, ce que les Occidentaux ne comprennent pas, c'est que les Russes savent souffrir comme personne. Ils viennent de découvrir que les Ukrainiens aussi. Et donc, ça la pose problème. Tu consacres aussi plusieurs passages aux sanctions. Est-ce qu'elles sont toujours efficaces? Alors, les sanctions, c'est toujours efficace très lentement. Surtout quand un pays s'est préparé. La Russie, ça fait 10 ans, 14 ans, 8 ans. On peut choisir qu'elle se prépare à la guerre. Elle se prépare à la guerre avec une organisation économique et financière, beaucoup de ressources, une gouverneure de la Banque centrale qui, si elle n'était pas aussi efficace, mériterait sans doute le prix Nobel d'économie et de finances. Ce qu'elle a fait en Russie, dans un pays en guerre et sous sanctions, est tout à fait incroyable, mais sur le fond, les sanctions pèsent dans la vie quotidienne des Russes. Alors la vraie question, c'est jusqu'à quel moment ça devient insupportable. Rien ne sera insupportable aux Russes, donc les sanctions n'auront pas l'efficacité qu'on veut leur donner. Elles sont efficaces dans leur réalité quotidienne, dans les emmerdements quotidiens, dans les réductions de possibilités, de moyens, dans une forme d'inflation, mais en réalité, ce ne sont pas elles qui vont résoudre la question de la guerre. Tu parles aussi, on n'en parle pas assez souvent, c'est extrêmement important, du lawfare, le fait que l'imposition de normes, de lois, est plus efficace que la domination militaire. Oui, ou aussi efficace quand on n'est pas en guerre. C'est une autre forme de guerre. C'est pour ça que ça s'appelle la lawfare, la guerre de la loi, où les Américains sont passés maîtres de l'idée que toutes les décisions qui étaient prises aux États-Unis avaient une portée mondiale. Alors, il y a quelques juridictions, la France notamment, pour les questions de criminalité ou de terrorisme ou de crimes contre l'humanité, qui ont mis en place des juridictions où des victimes étrangères, victimes dans un pays étranger par des opérateurs étrangers, pourraient porter plainte en France pour ce qu'elles ont subi, en gros.
si elles sont réfugiées en France ou si elles ont un lien avec la France. Mais la Belgique a fait ça aussi. Un certain nombre d'autres pays se sont lancés dans cette idée de juridiction globale. Mais les États-Unis s'en servent pour faire la guerre économique, la guerre financière, la guerre par le dollar, la guerre par le contrôle des exportations, la guerre par les sanctions, la guerre par les punitions pour ne pas avoir respecté. Quand vous êtes une entreprise française à l'étranger, enfin, quand vous êtes une entreprise étrangère à l'étranger, des décisions qui ont été prises par les États-Unis pour les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui nous avait totalement échappé, y compris des choses beaucoup plus clandestines comme le CFIUS, le comité pour les investissements étrangers aux États-Unis, qui décide non seulement de ce que vous pouvez faire aux États-Unis, mais des effets que ça peut avoir hors des États-Unis. Si ça vient des États-Unis, ça utilise un dollar. Et quand dans un avion européen, vous avez une vis américaine, eh bien, vous êtes sous le contrôle des États-Unis pour l'exportation même d'avions civils. Donc, il y a des problématiques qu'on a tout à fait négligées, sur lesquelles on n'est pas armé, pas plus les Français que les Européens, parce que nous les avons ignorées ou que nous avons fait comme si ça n'avait pas d'effet sur la réalité. Parce Or, que la c'était réalité, entre alliés, donc il n'y avait pas à oui, s'en mais occuper. comme Voilà. chacun sait, on ne s'espionne pas entre Ouais, alliés jusqu'au ouais. moment où on découvre des milliers de documents. Là, on a eu Snowden 2 qui Mm. vient d'avoir lieu. Alors, ce n'est pas du tout le même Snowden. Et lui, il n'a pas de vision de défenseur des Mais il a été libertés. aussi efficace. Ah, très, très Ouais, efficace. Et encore, on n'a pas vu le tiers. ouais. On n'a vu que le tiers de ce qu'il a Mais, gardé, mais à terme, diffusé. ce que tu as écrit sur le lawfare, est-ce que à force, on voit de plus en plus une contestation du rôle du dollar comme monnaie internationale? Bah, c'est le cas. Hein. Pour la première fois, un certain nombre de pays décident que le yuan est une monnaie alternative. Il y a des accords assez peu visibles, mais très intéressants entre, évidemment, l'Arabie saoudite, la Russie, la Chine. Il y a toute une série de pays qui cherchent une monnaie intermédiaire. Alors, on avait créé des monnaies multiples, des monnaies, des espèces de paniers de monnaies diverses. L'euro a tenté, sans réussir, d'être une monnaie alternative. Aujourd'hui, on est dans un monde où la renaissance des empires, ottomans, turcs, iraniens, perses, russes, chinois, crée les conditions d'une alternative. Et en fait, en éliminant l'empire soviétique, pour revenir à Brzezinski, il a créé ce qu'il voulait éviter à tout prix, une multitude d'empires qui, ensemble, alliés, peuvent créer les conditions d'une véritable menace pour l'Empire américain, avec une fausse Europe puissance, qui se rêve puissance, mais qui ne l'est pas plus, et qui n'est encore moins que ce qu'elle n'a été dans le passé, qui essaye de trouver son espace naturel et qui en est réduite, pour l'instant, à se raccrocher à l'Alliance Atlantique. Alors, tu écris qu'on a été en une politique de désarmement, enfin, de l'armée française. Beaucoup disent on n'est pas prêt à une guerre de haute intensité, mais quel pays pourrait nous confronter avec une guerre de haute intensité? Alors, je crois que, comme je l'ai dit, il y a à la fois le problème de la haute intensité, mais c'est surtout la longue intensité, car ce qu'on apprend de l'Ukraine, bah, c'est que quand on n'a plus de munitions, on ne fait pas la guerre. Quand on n'a plus de chars, on ne fait pas la guerre. Quand on n'a plus d'avions, on ne fait pas la guerre. Et même quand il reste des fantassins, on a un petit problème pour faire la guerre. Or, nous avons fermé, nous, les Américains, les Anglais, les dividendes de la paix nous ont amenés à fermer un grand nombre d'usines, à étaler des commandes, à réduire les lignes de production. C'était pas logique à l'époque? Moi, je crois beaucoup à civis pacem parabellum. C'est toujours un moment où la paix n'est qu'un intermède entre deux guerres. Et c'est pas la guerre qui est un intermède entre deux paix. Mais c'est un choix. Moi, je préfère me préparer à la guerre pour sauver la paix plutôt que d'être un pacifiste bêlant, découvrant subitement qu'il y a des gens méchants dans l'univers. Alors, il se trouve que mon métier est plutôt la criminologie et que je gère un espace qui va à la sécurité, la défense, le renseignement, les cybermenaces et la gestion des crises. Donc, évidemment, je ne vois pas le monde comme rempli d'angelots échappés du paradis. Mais de ce point de vue-là, j'ai été très surpris qu'on ait une telle vision angélique de ce qui était en train de se produire et de l'idée qu'on n'aurait plus jamais besoin ni d'armée, ni de défense opérationnelle du territoire. Parce que la question, elle est peut-être moins dans le surarmement. Après tout, on peut désescalader. Mais entre désescalader et désarmer, on a le même crise aujourd'hui avec nos armées qu'avec nos masques, nos vaccins, les problématiques sanitaires qui ont été subies par les diverses populations. Bref, on a pris une décision très étrange qui était qu'il n'y aurait plus jamais de guerre parce qu'on voulait qu'il n'y ait plus jamais de guerre, mais pas parce qu'on regardait l'état des forces en puissance. Et nous avons subi toute une série de conflits et d'événements parce que nous avons oublié les nations, les peuples, les tribus, les foi et les frontières.
Et alors, l'idée tout ça n'existait pas parce qu'on avait décidé que ça n'existait pas, ça La provoque fin un des effet. territoires. Oui, Oui, ça voilà. provoque un effet interne qui s'appelle gilet jaune et qui n'est pas terminé. Et ça provoque un effet externe qui est conflit réémergent parce que le jour où on a ouvert le congélateur yougoslave, tout a fondu et on a retrouvé ce qui existait avant. Quand on lit un bon vieux Malais Isaac d'avant Deuxième Guerre mondiale, on retrouve les empires, les problématiques, les sujets et on se dit mais c'est d'une modernité, hélas, affligeante. Tu termines dans la conclusion en disant, en regrettant qu'il n'y ait pas de lancement de programme d'études stratégiques ou de polémologie. Je ne peux qu'être sensible à cet argument, évidemment, et c'est un peu frappant de voir que les crédits d'études diminuent alors que les crédits du Quai d'Orsay et du ministère des Armées augmentent. Oui, alors ça dépend quel crédit, hein, parce que, comme toujours, le problème n'est pas la masse. Je veux dire, on va avoir une loi de programmation militaire qui est la plus intense qu'on ait jamais eue, mais quelle est la doctrine de l'usage de cet argent reste aujourd'hui relativement floue. Le Parlement a décidé pour la première fois, de renvoyer l'étude d'impact en disant elle est insincère. Alors, devant une masse d'argent pareil, en général, on dit chouette, beaucoup d'argent. Bon, il y a l'inflation, tout ça, mais en fait, le vrai problème, c'est qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas entre les drones et pas les drones, et la démonstration par l'Ukraine, c'est que les drones, c'est très important. Où est la défense opérationnelle du territoire? Mystère. 800 000 personnes en Ukraine, dont 100 000 hackers. Je me demande combien on pourra en mobiliser en France, ou en tout cas, je ne me demande plus, ce qui fait que je laisse un point d'interrogation pour rester poli. Est-ce que la logique, c'est l'Indo-Pacifique, ou est-ce que la logique, c'est la Méditerranée? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux territoires d'outre-mer et aux enjeux que ça représente? Bref, toute une série d'éléments dont on a perdu totalement la lisibilité. Donc le problème, c'est plus la haute intensité, longue intensité qu'autre chose. Et donc il y a toute une série d'enjeux aujourd'hui qui ne sont pas traités, notamment en termes de réarmement. Mais ce n'est pas le réarmement militaire, c'est le réarmement de souveraineté. C'est retrouver des espaces de souveraineté industrielle, technologique et de formation et d'entraînement au centre training américain. Et là, il y a un enjeu. Moi, j'ai découvert ça quand j'avais fait, et tu avais d'abord été auditionné à ce moment, le rapport sur La la recherche. recherche stratégique en France. On disait à la fin, il manque la criminologie. Bon, alors, c'est un sujet qui m'intéressait plus que les autres. La polémologie, la diplomatie et la stratégie. On n'a pas beaucoup avancé depuis ce rapport qui date de 2008. Donc je lui ai dit, le moment est venu probablement de faire des intelligence studies. Il y a très peu de formation sur le renseignement. Je ne parle pas de formation pour devenir espion. Les services font ça très bien, mais sur le renseignement. Alors il y a eu la création de la cadre, il y a des formations au Conservatoire des arts et métiers sur le renseignement. Donc il y a un début de commencement de quelque chose. Mais je n'ai pas encore réussi à imposer l'existence d'un collègue qui gérerait des formations en intelligence studies ou renseignement. La polémologie est un sujet qui n'est plus étudié quasiment depuis Durosel, c'est quand même un sujet, ça ne date pas d'hier. Il a d'ailleurs écrit un très bel papier qui s'appelait Tout empire périra, dont je rappelle le livre, et je dis Tout empire renaîtra. C'est en fait la deuxième, peut-être le tome 2 du Durosel qu'on doit penser, mais il y a un vrai investissement à faire sur l'ensemble de ces dispositifs de formation, et pour cela, il faut créer des emplois pour gérer des pôles de développement. Et moi, je suis très satisfait, notamment de ce que fait l'IRIS. Hein. Je représente le secteur public au sens large, mais je crois qu'on a des mêmes missions de service public, quelle que soit la nature de nos institutions. Et c'est vrai qu'elles sont parfaitement complémentaires. Et j'invite beaucoup de mes collègues. Alors, désormais, il y a une douzaine de formations en criminologie. Donc, je me sentais seul. Je suis désormais mieux entouré. Alors, c'est très divers, mais c'est très intéressant. Je pense que le même enjeu doit être fait pour l'ensemble du secteur, sur lequel l'absence de recherche montre à quel point on est dépourvu de capacité de pensée et d'analyse, alors même qu'il y a de brillants esprits qui n'attendent que cela pour pouvoir diffuser et offrir à l'État les moyens justement de se préparer aux crises à venir, parce que nous ne sommes qu'au début justement de celle qui a commencé, non pas en 2022, mais en 2014. Merci Alain Boer. Je rappelle donc que je recommande la lecture de ton livre Au commencement était la guerre, un vaste panorama historique géostratégique avec aussi des documents méconnus ou inconnus dont il est utile d'avoir connaissance. Merci.